Hey, salut les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Top, Super. Passez une bonne journée? Yes, sir. Super. Fait que, bon, ben, on est rendu au meilleur moment de la journée, hein, qui était sans aucun doute le webinaire qu'on préparait à distance pour nos amis chez Microsoft avec tous les gens qui vont nous écouter à la grandeur du Canada. Peut-être du monde, qui sait. J'espère. On l'espère tout. Peut-être par politesse, on pourrait commencer par se présenter là-dessus. Fait que Patrick Bélanger, VP, tout ce qui est développement, technologie et innovation chez NMedia. Phil? Moi, c'est André-Philippe Racine. Je suis architecte logiciel chez NVIDIA. Gabriel Blais-Bourget, architecte logiciel chez NVIDIA aussi. Puis, tant qu'à être dans les présentations, NMedia, c'est du développement, qui est fait autant du web, du mobile logiciel, tout ce qui est Azure aussi, depuis qu'il y a du Azure au Canada, même un peu avant. Fait qu'on a été là au niveau de Microsoft et du partenariat. Puis dans la dernière année, on a fait une grosse refonte d'un produit qu'on a à l'interne qui s'appelle Follow My Bid. C'est ça qu'on veut vous montrer un peu aujourd'hui, voir comment on a pris cette plateforme-là qui est rendue à sa troisième itération. Puis dans cette itération-là, on est vraiment allé cloud first avec beaucoup de primitives là-dedans. On a réussi à faire des belles choses. Puis ça a été un chemin qui a été le fun, mais tortueux des fois. Fait qu'on veut vous faire une rétro là-dedans pour qu'on puisse grandir là, dans l'écosystème. Toute la gang ensemble. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Qu'est-ce que vous en dites, les gars, c'est pas pire? Yes, on y va J'aurais avec ça. pas mieux dit. Ah, t'es trop humble. Fait que si on regarde un peu de quoi que ça a de l'air, on vous a préparé une petite présentation pour se garder un peu focus là-dessus. Fait que c'est ça. Comme je dis, on veut vous présenter nos secrets pour une solution Cloud First, qui est innovante, distribuée et avec haute performance, qui est optimisée pour un faible coût d'opération. Ça, c'est important aussi, le coût d'opération là-dedans. Là. Rapidement, là, on va vous parler un peu de c'était quoi Follow My Bid. Ça va être ma première partie. Ensuite, on a une partie sur la théorie des performances d'une application de gestion. Ça va être Gab qui va nous montrer ça. Puis, on a la solution cloud, là, comment que tout ça fonctionne. Ça va être Phil qui va venir nous en parler. Puis, à la fin, on va rester disponible pour répondre à vos questions. Fait que si je vous parle un peu de qu'est-ce que c'est Follow My Bid, fait qu'en gros, c'est quelque chose qui a commencé en 2012 chez nous. C'est un produit qui sert à faire des encans silencieux. Fait que vous savez, c'est quoi le principe? On va dans une soirée. La soirée, c'est une soirée de levée de fonds. On rentre le corridor pour se rendre vers le souper. Puis là, il y a des produits qui sont placés sur la table. Fait que là, j'ai un beau... je ne donnerai pas de nom de joueur de hockey parce que là, j'ai pas envie de faire de la peine à personne qui nous écoute. Fait qu'on a un beau bâton de hockey d'un gardien de but. Puis, il est signé par le gardien en question. Il y a une feuille en dessous qui dit « Hey, à combien est-ce que tu es prêt à admettre pour aller le chercher? » Fait que là, je rentre, je vois ça. Je dis « Oh, on va commencer ça à 100$. » Fait que là, je mets 100$. Phil qui passe en arrière de moi, il voit ça, puis il fait comme « Oh, moi, je le veux, 150$. Gab, après ça, 200$. » On se rejoint au souper. Plus personne ne repense de retourner pour aller bêter sur le bâton. Fait que c'est une forme d'encan qui a lieu dans les levées de fonds pour les organismes à but non lucratif, les fondations qui essaient de lever de l'argent. Mais ça a l'avantage d'être quelque chose qui ne prend pas de temps comme tel dans la soirée, dans l'animation de la soirée, mais c'est quelque chose qui a le désavantage de ne pas être très engageant, par exemple. Une fois que tu es allé écrire ton nom, tu vas peut-être l'avoir réécrit 2-3 fois pour surenchérir sur quelqu'un, mais dans le cadre de la soirée, si tu es en train de souper, tu es en train de parler avec quelqu'un, tu n'iras pas te relever nécessairement pour aller voir où ce que tu en es rendu puis aller le remonter. Fait que les multiples par lesquels ça peut grandir, c'est pas si élevé que ça. Fait que ça nous amène en 2012 où la Fondation Gervais Talbot nous avait appelé pour essayer de voir, on était capable de faire quelque chose d'innovant avec ça. Fait qu'à l'époque, on avait décidé d'utiliser les appareils cellulaires pour être capable de développer une petite solution parce que quand quelqu'un bête sur un produit, ben, tu es notifié puis tu peux rebêter par-dessus. Fait qu'on a fait cette première version-là. La manière qui a été conçue, c'était vraiment là, très, très simple. On l'a fait, c'était un one-shot deal. On avait eu une petite application web qu'on avait mis dans Azure, une petite web app. Puis là-dedans, ben, on avait, comme toutes nos ressources étaient directement là, fait qu'on avait un répertoire avec toutes les photos de chacun des produits. Puis tout était un peu hard-codé là-dedans. La petite BD à côté pour pouvoir savoir ce qu'on en était rendu avec les mises, d'avoir les différentes identités sur qui a bêté là-dessus, les numéros de téléphone, l'assignation. Puis à l'époque, on avait une petite clé USB qu'on mettait dans un portable, puis la clé USB, elle avait une carte SIM, fait que c'était à travers elle qu'on était capable de rejoindre les participants pour dire « Hey, tu as été dépassé dans ta mise par un autre joueur ». Fait que c'est un peu l'écosystème qu'on avait développé. Le tout, c'était vraiment fait pour une occasion où on voulait participer à la soirée, puis qu'on voulait faire une commandite là, basée sur du service là, pour les aider à lever plus. Ça a été un franc succès. On a réussi à lever quelque chose d'intéressant dessus. Puis ça nous a montré qu'il y avait peut-être moyen de le refaire par la suite. Fait que par la suite, on en est arrivé avec une deuxième version en 2014 où on a, ici dans la soirée, René Verrier, ici à Drummondville. Puis c'était à cette soirée-là, on avait réécrit l'application au complet.
C'était encore le même principe. Fait que là, on voit les gens ici à gauche là, qui sont à l'inscription. Fait que de pouvoir inscrire les gens quand ils arrivaient, pour pouvoir mettre leur numéro de téléphone, leur adresse email, savoir c'était qui, l'équipe qui était là de Nvidia pour pouvoir supporter la soirée. Puis pendant la soirée, ben, c'est ça, c'était les gens soupaient, avaient du plaisir, tout ça. Puis au fur et à mesure que la soirée se faisait, recevait une notification quand ils se faisaient dépasser par quelqu'un. Fait que s'il se faisait dépasser, une notification, oh, ça y est, Gab m'a dépassé pour mon bâton, c'est pas vrai, je veux l'avoir. Je pèse sur un bouton, puis boum, je viens de leur dépasser dans les mises, je viens de reprendre le contrôle. Phil qui voit ça passer, il est comme, hey les gars, c'est pas vrai, ça c'est à moi, pèse sur un bouton, boum, il vient de le faire. Fait que, comme vous voyez ici, la Fondation a réussi à lever 177 000 c'était pas que notre plateforme, on a été un bon contributeur là-dedans, mais ça l'a levé de multiples plus que ce qu'il avait fait l'année d'avant sans la plateforme. Fait que ça nous a démontré que côté business case, ça marchait assez bien. Là, la manière dont on avait fait notre architecture, c'est qu'on savait qu'on voulait quelque chose qui était réutilisable. Fait qu'on avait réutilisé à peu près la même idée, là, une web app avec ses répertoires pour mettre son contenu, avec sa BD pour pouvoir mettre les différentes informations sur les mises, puisqu'on en était rendu l'état de tout ça. On est passé à Twilio à ce moment-là pour l'envoi des SMS pour pouvoir faire en sorte qu'on pouvait scaler sans être restreint par une petite clé USB. Mais ce qu'on s'est rendu compte, par exemple, en cours de route, c'est qu'à chaque fois qu'on refaisait l'encan pour chacune des... on a peut-être fait une centaine jusqu'à date. À chaque fois qu'on le refaisait, il y a tout le temps quelque chose qui était différent de tout un chacun. Puis on l'a jamais réussi à le finir vraiment comme un produit. Fait qu'il fallait tout le temps qu'on aille changer un peu. Un client voulait que sa version à lui soit avec un look particulier, qu'il y ait un petit jeu de plus dedans. Fait que, OK, on peut aller le faire. Quelqu'un a des petites modifications à aller faire par rapport aux utilisateurs, tout ça, qu'on va les jouer directement dans BD. Fait que pour nous, c'était tout le temps un service plus qu'un produit. Fait qu'on a été capable de le réappliquer, mais on le réappliquait en tant qu'infrastructure as a service. Fait qu'on avait réussi à packager toute notre solution dans des petites VM, en infrastructure. Puis, on était capable de réappliquer ça, mais comme il y avait tout le temps des changements à faire, on ne pouvait jamais le garder vraiment stable dessus d'un événement à l'autre. Ce qui fait qu'on avait un coût d'à peu près 200 à 400 $ par événement en ressources Azure pour pouvoir rouler ça. Puis chez Nvidia, on avait un coût d'à peu près 2 jours personne par événement pour être capable de mettre la solution en place puis de l'enlever par la suite. Fait que ces coûts-là, si on voulait pouvoir l'offrir en tant qu'un produit puis l'offrir à la plus grande majorité des OBNL et des fondations canadiennes, bien, on voulait avoir un coût de revient beaucoup plus bas que ça. La raison pour laquelle on restait avec des coûts aussi élevés que ça, c'est quand même le fait que même si l'événement a lieu un soir, il faut souvent que on laisse la quincaillerie rouler pendant 3 mois. Là. Fait qu'il y a peut-être 2 mois au début où ils vont aller chercher des partenaires, ils vont aller chercher des produits, ils vont commencer à inscrire le monde, fait qu'ils vont commencer à les mettre dans la plateforme. Puis après ça, un coup que l'événement a lieu, aller chercher l'argent avec tout le monde pour pouvoir générer les rapports, puis générer les paiements, puis tout ça. Mais ça peut prendre une semaine encore jusqu'à un mois. Fait que de là qu'on avait un 200 à 400 $. Fait que même si on cherchait à faire de l'optimisation, on était capable de faire en sorte qu'on roulait sur de l'infra qui était vraiment à faible capacité pendant une bonne partie de ces 3 mois-là. Fait qu'on pouvait rouler là, à 2-3 jours de l'événement encore avec quelque chose qui coûtait vraiment pas cher. Quand arrivait le moment de l'événement, ben là, on mettait ça sur de quoi qui roulait très bien. Parce que le stress qu'on a, c'est à la toute fin d'un événement. Fait que quand il arrive l'événement, si l'événement se finit à 10 heures, ben on peut parier que quand il va arriver 10 h moins 5, là, ça va se mettre à miser comme des fous. Tout le monde va vouloir aller chercher son. Fait que, il va y avoir de l'activité tout le long de la soirée, mais à la fin, il y a une grande concentration là. Puis si on n'est pas capable d'avoir la performance de prête pour ce moment-là, là, ça va juste générer de l'insatisfaction. Les mondes vont être frustrés. Comment ça que ma mise n'est pas rentrée? Comment ça que lui, il m'a dépassé? Pourtant, j'ai eu ma notification que j'étais rentré. Ou regarde l'heure, là, c'était correct. Fait que pour pas avoir à gérer cette insatisfaction-là, on mettait tout le temps les instances les plus grosses qu'on pouvait à ce moment-là. Jusqu'à là, tu vas te pire, les gars? Oui, Dieu sait que quand tu veux ton bâton de carry price, tu veux que ta mise soit prise en compte. J'ai-tu entendu du carry? Non, je pense pas. Canadien de Montréal. Oh yeah! Fait que sinon, ça nous a amené à la 3e itération de réécriture de notre solution. Fait que la 3e itération, on a commencé l'année passée. On a à peu près 1 an de fait dedans. Là, on le fait pour vrai. Fait que le faire pour vrai, vous voyez ici à l'écran, ça c'est les tests qu'on est en train de faire chez Nvidia, au bureau d'Nvidia qu'on a fait en décembre, à l'époque où on pouvait encore se réunir tout le monde. Vous vous en souvenez, les gars? Ouais, c'est fou. C'est une belle période. La belle époque. On vivait le rêve, on ne le savait pas. Puis on avait, c'est ça, fait un midi pizza, puis bon, on a demandé à tout le monde de participer. La nouvelle refonte, qui est Cloud First, là, on va vous montrer un peu comment ça fonctionne tantôt. Puis on voit d'ailleurs Gab qui est en train de concentrer à miser là, sur son téléphone. On a réalisé qu'y aller avec Cloud First, on a prouvé que le modèle fonctionnait à ce moment-là. On a prouvé aussi que côté performance, c'était bien meilleur que ce qu'on avait, même avec les meilleurs
solutions en infrastructure as a service qu'on pouvait faire. Fait qu'on a dépassé de beaucoup nos attentes à ce moment-là. On avait fait des stress tests, d'autres choses comme ça, mais de le vivre, on voyait vraiment qu'il y avait un feeling qui était beaucoup plus engageant d'y aller en Cloud First avec des functions as a service dessus. Fait en gros, l'architecture a changé pour s'en aller, comme vous voyez ici à l'écran, avec du Platform as a Service, où ce que ça fait du sens de l'utiliser. Sinon, du Function as a Service pour beaucoup de petits moments qu'on se coordonne ensemble. En gros, là, on a réussi à pouvoir pooler toutes les ressources, à pouvoir les partager à travers toutes les fondations, les OBNL, ainsi que toutes les misères de l'autre côté. Mais en les mettant tout en commun ensemble, on garde quand même l'avantage qu'on est capable de pouvoir garder l'affinité entre telle plateforme d'admin et telle expérience s'adresse à tel ensemble de misères dessus, tout en passant à travers les différentes fonctions dessus. Fait qu'on a réussi ce pari-là, puis gros avantage pour nous, c'est qu'on a réussi à baisser notre coût de revient à peu près un 4 à 500 $ à un zéro, presque zéro, là, à 4 à 5 piastres par événement. Fait que là, ça fonctionne, c'est que vu que les ressources sont très partagées, ça fonctionne très bien, le coût est très bas, puis comme que le stress qu'on voulait gérer, c'est surtout les fins d'enquête où ce que là, on a besoin d'avoir beaucoup de puissance, nos fonctions nous permettent de croître de manière horizontale vraiment très vite, puis de pouvoir atteindre ce haut débit-là de throughput qu'on avait besoin pour l'événement, tout en gardant un coût vraiment bas, parce que le reste du temps, quand les fonctions ne sont pas activées, on ne paye pas pour. Puis ça a aussi l'avantage à côté, nous, de nous contraindre à rester dans une enveloppe d'à peu près aucune heure là, à chaque événement qu'on fait là-dessus, parce qu'on réutilise tout le temps la même approche, puis on n'a pas besoin de scripter, de créer de nouvelles VM, de nouveaux infras pour pouvoir aller les faire. C'est déjà ambiant, c'est déjà disponible à la demande. Vous en pensez quoi, les gars? C'est-tu pas pire? J'ai-tu oublié quelque chose là-dedans? C'était super. Même à ça, le 4 à 5 $, le pire, c'est qu'on pourrait encore, qu'on continue à travailler à baisser ce chiffre-là. Là. Il y a on sait qu'il y a des types de ressources qui nous aideraient à le faire. On s'en est rendu compte des fois à post-priori, mais là, on est vraiment rendu sur la ligne de OK, là, je mets-tu le temps de dev d'effort que finalement, je ne sauverais pas cet équivalent-là en infra. Fait que, on est un peu dans ces calculs-là, mais là, je pense qu'on a atteint un bel équilibre justement de coût par rapport aux efforts qu'on a mis. C'est un méchant bon point. Ça, on a atteint un équilibre où probablement qu'on est capable de descendre encore plus bas, puis on est capable d'aller gratter dessus, mais on sait que côté business, on a atteint assez de valeur business pour dire on peut arrêter à ce niveau-là, puis on se garde ça pour le backlog plus tard, mais on peut aller attaquer maintenant des points plus intéressants pour la participation des participants, là, des misères, tout ça. Ouais, très bon point. Ouais. Fait que là-dessus, Gab, est-ce que je te cède la parole? Ben oui, puis je peux même rajouter un petit grain de sel à ce que tu avais commencé à expliquer, puis je pense que ça set la table à un peu le sujet que je vais dire. Mais tu avais commencé à parler des les rushs dans les encans, comment que c'est spécifique à ce domaine-là, au domaine d'encan, qu'il ne se passe rien pendant 98% du temps, puis après ça, c'est dans la dernière minute que tout se passe. J'avais été voir un encan, voir comment ça se passait, puis le nombre d'items, ça peut aller de 200 jusqu'à 400 items avec 4 à 600 participants pour celles que j'ai vues. Je sais que ça peut aller plus haut que ça dans les autres choses. Puis ça, c'est tous des items qui terminent en même temps. Puis là, en plus de ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, mais avec nos objectifs de scaling, de dire, moi, je veux faire du multi-encan en même temps. On sait aussi que les encans qui se finissent un mardi soir, c'est rare. En général, ils vont se finir le vendredi soir, le samedi soir. Fait que, la période de rush est très, très courte. Puis, on le sait, là, dans le cloud, on voit souvent la petite case à cocher auto-scaling. Souvent, c'est pas mauvais, mais c'est pas adapté à un scale de il se passait rien, puis tout à coup, tout se passe là. C'est un peu ça les défis qu'on avait à résoudre au début. Non, bon point, parce qu'on n'a pas, c'est pas un stepping, tu as raison, c'est pas un stepping où ce que tout d'un coup, OK, on va doubler à toutes les 10 minutes pour se rendre à la bonne place. C'est là que ça se passe, puis là, il faut que ça tombe disponible. C'est comme au Walmart dans un Black Friday, là, la porte est grosse de même. Tout le monde rentre en même temps. Exact, oui. Bon point. Sur ça, je peux introduire ma partie. On sait aussi que, là, on parle de ce scale-là de 200 items avec 400 personnes qui finissent en dernière minute. Puis, si on regarde les specs d'un serveur puis de qu'est-ce que ça devrait être capable de handler ça, théoriquement, ça devrait être capable. Ça devrait être capable d'handler des milliers, voire des centaines de milliers de requêtes par seconde. Fait que, la question qu'on avait au début de ce projet-là, là, on a parlé de la finalité de qu'est-ce qu'on est arrivé avec le Cloud First.
Mais au départ de ça, ce que je devais prouver un peu aussi avant de me dire OK, on pourrait faire toutes ces affaires flyées-là dans le cloud, c'est pourquoi, Gab, tu ne mets pas ça genre juste dans un app service, faire un serveur bien standard, puis ça va faire la job. Mais oui, en théorie, on peut y arriver. En pratique, on peut mettre beaucoup d'efforts pour maintenir ça. Mais à ça, on peut quand même relancer la discussion de pourquoi en général on fait une application de gestion, on fait dans l'industrie, j'en ai vu plusieurs dans ma vie, des applications de gestion qui deviennent lentes avec le temps. On consulte une liste et lent avant qu'elle apparaît, puis tout ça. Puis là, je ne parle pas juste de payload UI, je parle vraiment de core, de qu'est-ce qui se passe. Puis, souvent, ce n'est pas des jeux vidéo, il n'y a pas de complexité algorithmique de rendering d'image, mais pourtant, c'est lent. On pourrait faire un webinaire qui parle juste de performance. Le sujet que je veux focuser un peu plus, c'est que ce que j'ai remarqué justement dans ces applications de gestion-là, tu peux passer à la prochaine, à moins que tu m'avais donné le contrôle. Oui, c'est ce que je remarque souvent, c'est la contingence des données. La nature des applications de gestion fait en sorte que c'est très data-centric. Tu veux consulter des données, tu veux manipuler des données. Fait que tout le monde est un peu genre les mains dans la même piscine. Je sais pas, okay. J'avais l'image de la piscine des zigotos dans ma tête, mais toute la référence n'est pas comprise par tout le monde. Mais c'est ça, tout le monde a les mêmes mains dans les mêmes données. Puis qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est comme un exemple que je peux peut-être essayer de vous tricoter. C'est, imaginez pré-COVID. Imaginez que je te dirais, OK, bon, on a 10 salles de réunion dans notre entreprise, puis j'aimerais ça que tu me répertories le matériel dans ces 10 salles-là maintenant. Ce qui va arriver souvent, sur ces 10 salles-là, en général, il y a des salles de prise. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre qu'il y en ait une qui se libère, mais le temps qu'il y en a une qui se libère, il y en a un autre qui s'est occupé. C'est un peu ça souvent qui se passe dans nos applications de gestion. On veut voir de plus en plus de choses, fait qu'on augmente le nombre de données qu'on voit, mais on augmente aussi les chances de se faire impacter par un lock en particulier versus si j'avais demandé un petit morceau ciblé, là, je dis, OK, qu'est-ce qui se passe dans cette salle de réunion-là? Je sais que quand il est libre, je vais l'avoir, versus devoir attendre un temps qui est possiblement infini. Ça, c'est un des problèmes. Un autre problème aussi qui arrive, c'est les traitements. Les traitements deviennent longs. On n'y pense pas à ces choses-là parce qu'au départ, c'est tout le temps super simple. Comme dans une affaire d'auction, on va dire « Ah, je vais faire un bid, puis je vais déterminer c'est qui le plus haut, puis après ça, c'est fini. » Ça, c'est vrai les 2 premiers mois de développement, mais après ça, on arrive avec des objectifs de commercialisation, ce genre de choses. On va faire des shares sur Facebook, on va envoyer des courriels, on va envoyer des SMS, on veut aussi gérer plein de paramètres dans le camp. Fait que, on augmente de plus en plus ce traitement-là, puis on se rend compte à un moment donné des mois plus tard que notre application est rendue lente. Puis quand on s'en aperçoit à ce moment-là, on dit, OK, là, mes traitements sont longs, puis j'essaie trop de consulter de données en même temps. Ça, je l'ai vu quand tu arrives à ce constat-là, changer le navire, c'est quelque chose qui est difficile puis qui est coûteux. À ça aussi, j'ai mis les longues transactions. C'est moins en moins vrai parce que le NoSQL gagne en popularité et tout. Là, puis on est de plus en plus dans des opérations atomiques. Mais ça, c'est de quoi aussi long traitement mélangé avec des longues transactions, ça fait des longs locks. Donc, l'expérience de la salle de réunion, c'est quelqu'un qui prend une salle pendant 6 heures, il va falloir que tu attends 6 heures avant de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Un bien souvent avec l'autre, si tu as parti ta méthode qui était bien simple d'obtenir tes salles, par exemple, de rencontre, puis que là, au fur et à mesure, tu as rajouté des business rules, là, ta transaction, tout d'un coup, elle vient de s'allonger, puis ça va venir aussi te donner du trouble. Exact, c'est ça. Puis, des fois, on sous-estime un peu ça, le temps d'un update. Moi, je m'en souviens, j'avais travaillé sur une application qu'il n'y en avait pas tant que ça, des updates. Fait que, on ne pensait pas que c'était ça le problème. Puis on avait comme quand même assez travaillé sur baisser ce temps d'update-là. Mais c'est justement, quand tu rafraîchissais une page, le nombre de requêtes qui se produisaient pour aller tout chercher. Puis, des fois, moi, quand j'ai commencé en info, j'ai comme commencé post-COBOL et ces choses-là. Fait qu'on me disait toujours à l'oreille, « Ah, c'est pas grave, à ce temps, les machines, c'est puissant, puis tout. »
je fais partie de cette époque-là, comme on disait ça à l'école. Fait que, tu sais, des fois, on programme un peu dans cette optique-là de que, OK, ben, tu sais, c'est pas grave, la performance, on va voir ça après, mais justement, là, on augmente le taux de read et tout. Ah, puis dans tout ça, on sait qu'il y a des impacts pratiques comme ça, puis il y avait des impacts théoriques aussi, là, qu'on sait qu'il ne faut jamais inviter des philosophes à venir souper à la maison parce que ça ne marchera jamais. Là, on ne sera juste jamais capable de finir de souper sans qu'il y ait un qui se tire une balle dans la tête, là, d'après Dijkstra, mais quand tu es choisi comme la victime du deadlock, mais on en a beaucoup qu'on a à faire encore dans l'industrie par rapport à ça, puis on sait qu'il y a des problèmes fondamentaux aussi là, en partage. Ah, c'est des bons points, ça, Gab. Non, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, en début de projet, c'est une bonne pratique aussi de se dire, pensons pas nécessairement à tous les aspects de la performance au début. Commençons par tester le produit puis voir qu'il y a des gens qui vont dessus. Mais là, je vais glisser un peu à mes pistes de solution. C'est que il y a des choses qui ont le même coût que si tu l'avais prévu avec ce design-là d'abord, que tu passes à côté de ces problèmes-là. Tu sais. Fait que, tu sais, ça, je parle pas nécessairement, tu sais, des fois, on va s'obstiner de genre une opération, essayer de la rendre performante. Ben, tu sais, ça, c'est souvent, ben, tu l'attaqueras au moment que ça ne le deviendra pas, mais quand on parle au niveau de patron de conception d'une application au complet, ben, à ce moment-là, on est capable de prendre des chemins qui vont toujours nous avantager. C'est bien vrai, puis souvent là-dedans, tu as autant des affaires qui sont internes que des dépendances externes aussi là-dessus à gérer. Fait qu'il y a des endroits où tu peux les faire, il y a des endroits où tu peux même pas y toucher en plus. C'est ça. Puis là, je vais en parler un petit peu tantôt dans les pistes de solutions. Mais un autre problème aussi côté performance, c'est les dépendances externes. Ça, c'est trivial, on le sait. Mais parfois, justement, envoyer un courriel pendant une opération dans le début d'un projet, de se dire qu'on va essayer de paralléliser cette chose-là. Puis des fois, ça a des coûts en développement de juste dire ah, OK, ouais, mais là, ça me prendrait peut-être un serveur à part qui va me le traiter ou une job ou je sais pas, ou je vais mettre ça quelque part puis ça va être traité ultérieurement. Puis essayer de starter un nouveau thread dans un contexte que tu as fait un appel un HTTP request au début, un call HTTP. Ben, le temps que ta réponse ça revient, ben là, ton app a peut-être recycle, fait que là, tu as tué le process. Fait que souvent, on sait que c'est pas bon de le faire synchrone. On finit par le faire un peu pareil parce que ça nous sauve beaucoup de temps de développement. Puis en général, dans nos tests au début, ben, le serveur SMTP, il répond vite, puis il est quick, fait que ça a l'air pas pire. Mais la journée qui est lent, ben là, tu tombes victime de ça, puis souvent, c'est une accumulation. Après 10 calls de même, ben là, on se demande pourquoi c'est lent, mais là, parce que tu avais des dépendances externes. Tu peux peut-être switcher à la prochaine. Fait que pour ça, quand je parlais de patron de conception puis de mentalité, les solutions, c'est souvent d'essayer de travailler avec, je l'avais dit un peu tantôt, d'essayer de fragmenter les données à l'affichage. Ça, c'est de plus en plus naturel avec les nouvelles technos, là, comme à la React, Vue.js, Angular, ces choses-là, qui nous forcent à souvent à penser plus en component. Puis souvent, on va aller chercher les données plus par rapport à un component. Fait qu'on va déjà comme fragmenter un peu ça versus comme avoir une vue, qu'est-ce qu'on faisait peut-être plus avant, avoir une vue qui allait chercher toute le data. Ou souvent, quand ça se passe aussi des fois en component, qu'on va essayer de faire un component plus mère qui va essayer d'aller chercher les choses là, où on ne va pas surveiller le nombre de fois qu'on va appeler ce refresh-là. Puis ça reste un trade-off où des fois, tu es mieux de faire juste un call qui va en chercher plus. Mais des fois, ce call-là, s'il est trop gros, là, ça donne un mauvais effet, puis là, tu es mieux de le séparer. Fait que c'est un trade-off à prendre selon la situation aussi. Exact. Puis à ça vient aussi une notion théorique. Là, on va le voir aussi tantôt quand on va explorer les solutions qu'on a implémentées, là, quand on va le montrer un petit peu plus concrètement. Mais c'est de travailler à construire des agrégats d'objets qui peuvent te servir à gérer le maximum de cas d'utilisation. Par exemple, si j'ai un encan, si j'ai des organismes, puis j'ai des encans, puis ben là, je vais dire, OK, ben est-ce que je vais toujours loader tous les encans d'un organisme est-ce que je vais toujours loader l'organisme quand je vais travailler sur un encan? Ben, la réponse, ben, il faut se la poser en se disant, ben, c'est quoi mes cas d'utilisation? En général, quand je travaille sur un encan, je travaille sur un organisme. J'ai-tu besoin de donner de l'organisme? On va se dire, ben non. Ben, à ce moment-là, tu peux couper le lien fort qu'il y a entre ces objets-là. Tu sais. Ça,
en relationnel, on le faisait un peu de facto, en gardant des relations entre les tables, en gérant ça avec des ID. Mais tu sais, à cette heure avec le NoSQL, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose aussi. Est-ce que tu mets l'objet directement dedans ou est-ce que tu te gardes une référence que l'ID, que là, tu vas te forcer toi-même à faire un deuxième call pour la minorité de use case qui peut arriver. C'est clair ce que je dis ou vous comprenez? Oui, vous comprenez? Oui, puis en tout cas, pour ma part, je sens que ça vient du cœur. C'est des leçons qu'on apprend à la dure. Ouais, c'est pratique, c'est le trade-off. C'est pratique de ramener beaucoup d'informations parce que tu l'as à portée de main, il est ambiante, tu es capable d'en disposer comme tu veux, mais le trade-off vient aussi de OK, si tu es en train de tout bloquer, de tout barrer pour pouvoir te les ramener, puis après ça, tu t'empêches les autres de pouvoir faire leur action, pas plus avantagé. Puis là, ben, c'est ça. On pourrait en parler longtemps sur toutes les étoiles d'idées qui viennent avec ça. Souvent en relationnel, on se posait moins la question pour rencontrer le problème vraiment tard en essayant de gérer toutes sortes d'index puis tout. En Mongo, ça va être le contraire en NoSQL, que là, tu vas dire, OK, ben là, ça prend des objets. Fait que c'est quoi mes objets? Fait que tu es certainement un petit peu plus dans le visage de devoir prendre ces décisions-là en startant, mais c'est aussi des décisions qui peuvent impacter la suite des choses. Si tu ne fais pas bien tes agrégats, ben, il va falloir toujours que tu travailles dessus pour le ramener à bien le faire, parce que sinon ça va être coûteux à l'avenir pour justement la notion de performance. Oui, puis ça te force parfois à dupliquer de l'information à l'écriture, mais que tu n'auras pas besoin de compute au moment de la lecture aussi, des fois. Puis NoSQL vient te le forcer là aussi souvent. Exact. Par exemple, mettons, les items favoris. Tu sais, si tu as décidé, comme mettons, tu mets des cœurs, ça c'est bon pour un e-commerce ou n'importe quoi, mais ça fonctionne dans les encans aussi. Tu mets un cœur sur quelque chose, puis là, tu dis, OK, ben là, je vais créer un objet qui va être, mettons, favorite item. Mais là, quand tu vas travailler avec un favorite item, en général, tu veux l'info sur le user. Tu sais, ça va ensemble. Fait que, à ce moment-là, tu peux les pairer, puis c'est ça que je veux dire en tant qu'agrégat. Puis quand tu parlais de duplication de données, bien ça, c'est un bon cas que tu peux peut-être dupliquer des informations d'utilisateurs avec ça pour le garder à deux endroits. Mais c'est un trade-off, justement. La duplication a un coût aussi. Et j'aimerais tellement être ça dans l'ancienne vie pré-COVID, là, puis cette conversation-là dans une salle avec une vingtaine, une cinquantaine, une centaine de personnes, les mains levées, le monde dit « Ah oui, mais moi, ça, puis ah oui, ça c'est vrai, nous autres, ça nous est arrivé. » Puis c'est des bons sujets de conversation autour d'une bière. Exact. Aussi les projets, on le vit aujourd'hui. C'est les grosses questions de design qu'on se pose beaucoup, qui reviennent toujours de les cas d'utilisation. C'est quoi mon data par rapport à mes cas d'utilisation? Mais bref, je vais passer à l'autre point. On va peut-être revenir là-dessus. Accepter qu'un traitement peut se faire de manière éventuelle. Fait que là, on le parlait tantôt. Justement, l'envoi de courriel, ces choses-là. C'est un trade-off encore ici. C'est sûr que quand tu mets ça dans une transaction, de dire quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon traitement, j'échoue tout. C'est simple à la gestion. Tu n'as pas besoin de travailler avec. Tu sais, tu es garanti que l'intégrité de ton système demeure toujours vraie. Quand tu vas dire, OK, ben ça va se passer éventuellement que le deuxième traitement va se faire. Là, c'est que tu tombes avec cette complexité-là, sauf que tu as le trade-off de que tu es capable de donner, que tes opérations sont un petit peu plus atomiques. Quand tu tombes dans des systèmes distribués, ben là, tu as la main forcée un peu de travailler avec une transaction, en fait, que ça soit éventuellement fiable ce que tu as entre les mains, parce que chaque système va venir faire un commit de sa transaction, puis là, à ce moment-là, il faut qu'il se synchronise pour être sûr que ça fit avec chacun des systèmes. Oui. Puis la question qui tue là-dedans, souvent, c'est qu'est-ce qui arrive quand il y a une erreur? Oui. Comment ton système retombe sur ses pattes? Des fois, ça va demander tes interventions manuelles. Puis ça peut être acceptable aussi de dire tout le nerf de la guerre là-dedans, c'est dans le logging, puis de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais effectivement. Ensuite de ça, comme possible piste de solution, il y a aussi de maintenir un entrepôt de données qui est optimisé pour la lecture. Fait que là, à la place d'avoir comme juste un entrepôt de données qui est une DB où tu vas aller faire tes read et tes write, tu pourrais t'en servir d'un autre qui est optimisé pour faire de la lecture, qu'en général, ils vont être un petit peu plus gourmandes à l'insertion, mais beaucoup plus efficaces au read. Puis à ce moment-là, tu peux être un peu plus intelligent de tes updates, comment tu es fait là-dedans pour justement être sûr de ne pas barrer personne qui fait ses reads. Puis souvent, ces outils de read-là sont bâtis pour être ultra atomiques, là, fait qu'ils n'attendent pas vraiment sur des ressources. Là.
Fait que le système-là, la cache en est un exemple. Et aujourd'hui, avec des outils comme Redis, ça le fait très bien. Elasticsearch, c'est ça aussi que ça fait, avec plus de features encore là, pour les search, justement. Sinon, j'avais-tu d'autres choses après, Pat, l'autre slide? Ben, la prochaine slide, je pense qu'on vient de... Un bris de section. C'est éventuellement cohérent, notre affaire. Exact. Fait que là, j'ai dit de la théorie. Je vais laisser la parole à Phil qui va nous montrer peut-être un peu plus de concret dans le cloud. Mais après ça, on va revenir sur ces mots-là que j'ai dit, puis comment nous, on a décidé d'attaquer ça là, pour implémenter ces patterns-là. Oui, exact. Donc, c'est ça. On en vient à dire qu'avec notre deuxième itération, on vivait des problèmes un petit peu de performance, ou du moins c'était au cœur de nos préoccupations. Donc, on voulait vraiment, avec la troisième itération, être sûr que ça, on était correct. Puis, on savait que c'était un danger aussi en disant si on veut une seule plateforme où on va gérer tous les encans, il faut que cette plateforme-là soit capable d'être élastique puis de pouvoir supporter toute cette charge-là. Donc, on a regardé plusieurs solutions, réfléchi à différentes façons de faire en étant Cloud First. Une des premières façons de faire qu'on a regardé, c'est avec Kubernetes. Quand on prend AKS dans Azure pour gérer Kubernetes, ça va super bien au niveau de gestion d'un cluster, c'est simplifié. C'est excellent aussi pour orchestrer des microservices puis faire gérer aussi la redondance. Quand on veut du high availability. Fait que tu as des pods qui meurent, puis tu en ramènes d'autres, puis tu es sûr que tu restes up. Le défaut, par contre, avec Kubernetes, dans notre cas, c'est que, premièrement, c'est une courbe d'apprentissage qui est vraiment abrupte. Donc, si tu n'as pas une équipe qui est habituée à faire du Kubernetes, ça prend beaucoup de formation, ça prend du temps, c'est complexe à apprendre. Puis, en tant que tel, on ne venait pas sauver vraiment des coûts sur notre infrastructure. Ça reste des VM qui roulent en arrière, puis le scaling reste de rajouter des VM sur lesquels les pods vont pouvoir se dupliquer. Fait qu'on n'avait pas notre gain à cet endroit-là. L'autre solution qu'on avait, c'était avec l'utilisation des Azure Functions. Dans le cas des Azure Functions, on avait déjà plus d'expérience de développement existante dans l'équipe, puis on savait que c'était très simple à mettre en place. Donc, la courbe est très plate. On est là-dedans, aplatir la courbe. Fait que la courbe d'apprentissage est très plate. Puis, en termes de maintenance puis de coût, c'est vraiment bas. Là. Les Azure Functions, c'est la force, justement. Des coûts que, des fois, sont durs à comprendre à la lecture, mais on se rend compte que, à moins de faire des opérations scientifiques, tu restes toujours dans la gratuité. Là. Fait que quand on dit peu cher, c'est peu cher gratuit. Oui, c'est ça. Le premier million d'exécution d'une Azure Function est gratuit. Fait que dans le cadre d'utilisation qu'on en fait là, comme tu dis, là, de gestion de payload d'une application de gestion, qu'on peut dire, c'est pratiquement gratuit, oui. Pour clarifier un petit peu ce que c'est les Azure Functions puis le serverless, on entend souvent il y a quand même un serveur qui roule en arrière, c'est pas serverless, mais le principe en arrière de ça, c'est vraiment qu'on vient abstraire l'infrastructure qui roule le code. Puis quand on prend par exemple une Azure Function, on a vraiment l'impression qu'on vient héberger une fonction C# ou tu as d'autres choix de langage comme du Node.js. Là. Donc, tu viens carrément héberger une fonction C# dans Azure. Puis à ce moment-là, cette fonction-là, pour qu'elle soit appelée, là, tu as différents déclencheurs. Ça peut être des crons, ça peut être une requête HTTP, ça peut être un message dans un service bus. Donc là, tu as ton déclencheur qui appelle ta méthode. Puis après ça, tu peux aussi définir un output, donc un résultat, qui peut encore là être une réponse HTTP, mais ça peut aussi être de mettre un résultat dans un storage table, ça peut être de mettre un nouveau message dans un service bus. Donc, tu as toutes sortes d'options à ce niveau-là. Les Azure Functions, ce qui te permettent aussi, c'est justement un scaling qui est horizontal. Donc, si tu vois, par exemple, dans notre cas, que tu as plusieurs encans, tu es le vendredi soir, là, tout d'un coup, tu es capable d'avoir plusieurs Azure Functions qui vont être capables de répondre à ton payload. C'est sûr que, comme Gab, tu disais tantôt, il faut que tu fasses attention parce que
le scale automatique n'est pas nécessairement dans la seconde où tu as plein de mises. Là, tu en as 500 qui se pendent. Fait que faut quand même que tu fasses attention à ça. Tu as 3 modes en fait que tu peux définir sur tes Azure Functions. Tu as un mode Consumption qui justement va avoir le scaling comme ça, puis que tu payes vraiment à ta fonction. Tu as un mode Premium qui te donne certains avantages comme un petit peu plus de performance, ça retire les cold starts, ça te permet d'être dans un VNet, tu as une couple d'avantages. Puis tu as aussi App Service Plan pour le cas où tu as un App Service déjà qui existe puis que tu ne l'utilises pas à sa pleine capacité. Donc, tu peux réutiliser ton App Service. Puis là, comme on disait, ben oui, le coût d'utilisation est assez peu élevé. Hey, j'ai spoilé une de tes slides, excuse-moi, je pense. Ben oui, c'est correct. Donc, c'est ça, on a décidé d'y aller de l'avant avec les Azure Functions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur les fonctionnalités qu'on savait qui devaient être très performantes, puis eux, on les a extraites dans des Azure Functions. Le cas le plus évident, c'est la gestion des mises. On en est venu à y aller avec une architecture qui était plus event-driven, avec un auction engine. Donc, Gab va pouvoir revenir plus tard tantôt sur qu'est-ce qu'on entend par event-driven dans ce cas-ci. Mais ça nous permet de faire vraiment une gestion de petites transactions pour éviter justement que la mise, on parlait d'SMS qui sont envoyés, des notifications, pour éviter d'avoir une longue transaction puis que la mise soit longue à faire sur un produit. L'important, c'est vraiment que quand on clique sur une mise, il faut que ça soit instantané pour l'utilisateur. J'ai un exemple d'une Azure Function qu'on a utilisé justement. Fait, comme on voit, c'est pas sorcier. Quand on l'a défini, la Azure Function, on définit c'est quoi notre trigger. Dans ce cas-ci, c'était une queue. Donc, on utilise un queue storage pour mettre nos messages. Puis, on voit aussi qu'on a en output des signaleurs. Fait que c'est ce qu'on utilise pour faire des push notifications à notre système. Puis le reste, ben, c'est du C# standard. Fait que dans ce cas-ci, on a une notion de bootstrapper parce qu'on travaille avec de l'injection de dépendance, mais on fait nos calls standards dans l'application. Puis on vient après ça parler avec notre signaleur pour notifier ce qui s'est passé. On voit qu'on a une notion de wake-up event. Ça revient à ce que je parlais tantôt que il y a des cold start avec les Azure Functions, donc c'est un des défis qu'il faut relever. Le premier appel sur une Azure Function peut être long. Donc, une des stratégies qu'on peut utiliser pour ça, c'est quand on sait, par exemple, qu'il y a un utilisateur qui se log, donc qui risque d'utiliser l'Azure Function, bien là, on peut faire un call qui n'est pas réel, juste pour la réveiller puis qu'elle soit prête à un cas d'utilisation qui est réel. Donc, Gab, je te laisse y aller avec une description de l'infrastructure. Rapidement. On parle des beaux dessins. Oui. Là, au fond, ce que je vais faire... Attends, je vais trouver mon OneNote. Ceci n'a jamais été fait avant. J'ai pas un dessin live? On va repousser les limites de ce qu'on a fait jusqu'à date avec Team. Ouais. As-tu un OneNote pas loin? Présentation. Oui, c'est juste quand que je clique sur le partage d'écran, puis tu peux comme choisir un de tes affaires, je ne vois pas apparaître OneNote. As-tu un screen? Attends, j'essaie de quoi? J'essaie de quoi, après ça je change de stratégie. Okay, je ferme OneNote. Je rouvre OneNote. Oh, le bon vieux redémarrer. Quelque part, j'entends un sysadmin qui est bien, bien fier de ce que tu viens de faire. Ouais. Tu vas démarrer 2 fois. Share. OneNote est là. Okay. Yeah. Bon, je vais juste, par exemple, éteindre ma caméra parce que sinon, vous allez comme avoir un angle de vue vraiment étrange sur le dessous de mon visage. Tu vas garder un peu de pudeur. Ouais, exact. Bon. Là, ce que je vais faire ici, je vais faire un dessin au fond qui va comme rattacher les fils avec qu'est-ce qu'on a dit au début, sa performance, les events qu'on jasait, qu'est-ce que André-Philippe vient juste de vous présenter. Donc, au début, ce qu'on a, c'est le fameux browser. Puis quand on parlait d'application standard, c'est vraiment comme là, je dis que j'ai mon serveur.
mon serveur web. OK. Cette partie-là, on l'a quand même préservée. Parce qu'on s'est dit, ben, il y a beaucoup de use cases dans l'application qui restent quand même juste de la gestion. Fait ajouter des items, ces choses-là. Fait que pour ça, on a décidé, ben, on ne se compliquera pas la vie parce qu'il y a quand même, on l'a dit, il y a toujours une question de trade-off. C'est pas une bonne idée non plus de tout switcher ton système pour qu'il soit comme en event. Fait que gardons simple ce qui doit être simple, puis modifions ce qui a besoin d'être modifié. Ça va l'air d'une phrase d'ombrage. Ben, Techniquement, on parle que c'est du ASP.NET MVC. Ouais. Exact, c'est ça. Mais c'est slash. Ben non, ça reste quand même un SPA, sauf que les requêtes sont faites à un web API. Un web API qui peut être hébergé sur un app service dans Azure qui est l'équivalent d'une machine. Okay? Ouais. Ensuite de ça, ce qu'on a décidé de détacher, c'est la portion Auction Engine. Fait que là, ça, c'est vraiment tout ce qui a rapport au bid. Donc, quand on parlait d'opérations atomiques et de travailler avec le plus petites unités possible, nous autres, on a décidé à ce moment-là de pousser ça à l'extrême. Fait que ce qu'on a dit, c'est qu'au fond, quand on fait un bid, OK, que je fais un bid, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais aller enregistrer dans ma DB, qui est une DB Mongo, un bid event. Puis, je vais tout de suite aller répondre à mon browser que l'opération est terminée. Là, c'est le premier level de complexité qui peut avoir l'air complexe. C'est que j'y réponds, mais là-dedans, il n'y a pas la réponse de « c'est toi qui es le meneur en ce moment ». Ça, il va le recevoir, quand on disait tantôt, il va le recevoir éventuellement. Fait que j'ai enregistré ma bid event. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ça dans une queue. Donc là, on dit, OK, il y a un bid event qui s'est produit. Puis là, ici, j'ai rien mis, mais là, ma unité de traitement, c'est une Azure Function. Ce qui nous permet aussi, quand on parlait des différents plans pour les Azure Function, si on sent que c'est ce nœud-là qui a besoin de plus de puissance, à la place de dire, ben, je grossis mon serveur au complet, ben, je peux travailler à augmenter seulement cette ressource-là pour gérer ce traitement-là. Fait que ça, c'est une des premières puissances qu'on a. Ensuite de ça, c'est ça. Fait que j'ai dit, j'ai envoyé ça dans une queue. Le queue qu'on utilisait, c'est dans le storage, dans un storage account. Fait qu'on n'a pas utilisé de RabbitMQ, Kafka ou de Service Bus. On est vraiment allé au plus simple puis qui était encore dans le pratiquement gratuit. Fait que tu as une feature de queue qui existe dans le storage account. Storage account, c'est là que tu peux avoir des blobs, etc. Puis, ce qu'on fait ici, c'est on met un autre Azure Function qui va aller écouter là-dessus. Fait que ça, c'est un des triggers qui est built-in dans Azure. Puis, cette Azure Function-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle qui va déterminer c'est est-ce que tu es un meneur ou tu t'es fait outbider? Parce qu'on s'entend, on est dans un encan, il peut y avoir comme plusieurs requests qui rentrent en même temps avant même qu'il y en ait un qui s'est fait répondre. La stratégie, parce que ça prend un mutex à un moment donné, là, il y a une race condition, ça a été d'utiliser Mongo. Donc, nous autres, on s'est dit, ben gars, Mongo, il n'est pas transactionnel. Toutes les opérations sont atomiques. Donc, on s'est dit, ben, le premier qui réussit à faire son opération, ben, les autres qui vont rentrer après, ben, ils vont se faire dire too late. Fait que c'est ça qu'on a utilisé pour après ça trier de est-ce que tu es meneur ou est-ce que tu n'es pas meneur. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va aller mettre ça dans d'autres queues. Fait que là, mettons, ce que Phil a montré tantôt, c'était le highest bid. Mais j'aurais pu aussi dire que tu t'es fait outbid. À ça, je ne sais pas si je reviens en haut, j'ai fait mon dessin un peu gros, mais à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a encore des Azure Functions qui coûtent ça. Puis celle-là va prendre comme pour action de dire, OK, ben moi, quand il y a un highest bid qui vient tout se produire, ben je vais aller par signaleur, aller dire à mon browser que c'est toi qui es le meneur en ce moment. Fait que c'est un peu ça, toute la loupe qui se passe. Fait que tu sais, ce que ça nous permet, ça a l'air compliqué à vol d'oiseau comme ça, mais c'est chacune des opérations est ultra simple. Fait que quand je parlais tantôt qu'un serveur, en théorie, devrait handler 100 000 requests secondes,
ben là, étant donné que mes opérations font à peu près rien, je reste toujours dans cette théorie-là que ben, je devrais handler 100 000 secondes. Puis quand je parlais tantôt de dépendance externe, c'est que là, je pourrais dire, OK, le AES, je veux le savoir, mettons, par signaleur, mais je veux peut-être aussi le savoir envoyer un SMS ou envoyer en même temps aussi un partage Facebook. Puis ça, ben, ça reste toutes des opérations qui sont éventuelles. Puis, ce qui nous aide tantôt, je parlais aussi comme de payload, du nombre de reads. Ici, on est comme j'ose dire, à 90% event sourcing, que c'est-à-dire qu'on ne regarde pas, comme on enregistre des events, mais on ne regarde pas une table qui est comme responsable de c'est quoi le plus haut bid en ce moment. On va dire, ben, ce qu'on va dire, c'est, ben, finalement, en event, j'ai même pas besoin d'aller computer, c'est pour ça que j'ai dit 90% event sourcing, j'ai pas besoin d'aller computer tous mes events. Je prends la top sur le dessus, la top AS, puis c'est elle, mon dernier AS. Fait que c'est ça que j'affiche à la personne, tu sais. Fait que, en gros, c'est ça qu'on a fait. L'étude de 5, vous vous attendiez? C'est encore plus beau que ce que je pouvais rêver. Oui. Puis, tu sais, là-dedans, un des défis. OK, ben, tu vas en parler tantôt. Je ne vais pas te spoiler, mais si tu l'oublies, je vais le dire. C'est bon. J'allais rentrer dans les défis. Mais en gros, là, c'est ça qu'on a fait avec les jeux Function. Fait que le test qu'on a fait dans la cafétéria, pré-COVID, que Patrick vous avait montré au tout début, là, ben ça, on avait utilisé en mode consommation les jeux Function. Puis, justement, même avec les histoires de Cold Start et toutes ces choses-là, ben ça a été fluent pour tout le monde. Puis, personne n'a eu aucun lag. Puis, on va bien au-delà du load qu'on pense avoir avec ça pour gratuit. Mm-hmm. Mais en gros, c'est ça que je voulais te montrer. Je te repasse le micro, Phil. Oui, merci. Hey, mais pour de vrai, cette photo-là, je ne m'étais pas reconnu pendant longtemps. C'était l'absence de barbe. Ah ouais, c'est ça. Un peu petite, plus courte. Ouais. J'ai un nez aquilin aussi là-dessus. Un nez aquilin. OK. Focus, Phil. Oui. Côté de défis rencontrés, parce que c'était pas vrai que c'est juste un chemin heureux tout le long. Il y a quand même, comme dans n'importe quel projet de programmation, de développement, plusieurs défis. Il y a la gestion de la sécurité. Ce qu'on voit qui est utilisé généralement, c'est l'Authentication Service. Mais l'Authentication Service est vraiment fait plus pour ce qui face ton utilisateur. Donc, il y a quand même des redirections, par exemple, à des pages de login qui sont inclus là-dedans. Mais nous, comme on a vu dans le dessin à Gab, on a beaucoup des jeux Function qui sont back-end puis qui parlent vraiment de serveur à serveur. Fait que c'est pas quelque chose qu'on a pu utiliser. Donc, on a une gestion quand même de la sécurité qui s'est faite manuellement avec la gestion des tokens puis tout ça. Donc, ça a été un des défis. Un autre défi qu'on n'avait pas prévu, c'est la gestion des dépendances qu'on a réalisé avec le temps. On a eu certaines erreurs qui n'arrivaient pas tout le temps ou pour avoir justement l'effet de hoster seulement une fonction dans le cloud, ben, ce qu'il y a en arrière, c'est qu'il y a plusieurs dépendances qui sont déjà incluses dans le contexte des jeux Function. Par contre, si on tombe sur une dépendance que nous, on utilise aussi, à ce moment-là, on se bat un petit peu avec les versions d'assembly. Fait que, on a eu des cas où, par hasard, à un moment donné, on avait des méthodes not found exception parce qu'on utilisait une fonction qui était dans une version d'un assembly qui n'existait pas dans une plus vieille version. Donc ça, c'est assez difficile à trouver là, comme problème. Ils sont tannantes parce que quand on les investiguait, ça a duré pendant plusieurs sprints de réussir à régler ces problèmes-là parce que c'est des cas qui arrivent une fois sur 1000 puis que tu n'es pas capable de trouver un déclencheur qui va tout le temps te les amener. Puis ça a l'air d'être des fois des race conditions, lequel qui a tiré le premier une dépendance, qui a fini par tirer quelque chose qui est arrivé dans le contexte ambiant. Puis des fois aussi, dépendamment, la fonction est hostée sur quel serveur en arrière, tout ça. Il y a des sets de règles différentes pour qu'est-ce qui se fait tirer dessus. Fait que ça a été un pas pire casse-tête de réussir à trouver, mettre le doigt là-dessus. Là.
Oui. Un autre des défis, j'en ai déjà parlé, mais les cold start. Fait, ça, on peut y aller avec du premium ou, comme je disais tantôt, avec des wake-up calls qu'on peut faire, essayer de placer au bon moment, en fait, pour que la fonction soit prête quand on en a besoin. Puis ensuite, on a les tests de performance. Donc, étant donné que justement les performances étaient vraiment au cœur de ce développement-là, ben, on voulait se mesurer. On a utilisé JMeter pour savoir si ça répondait aux besoins, qui fonctionne très bien, mais une des complexités en étant avec des transactions comme ça, puis du éventuel, puis des retours par push, c'est que tu peux pas te fier sur le fait que tu reçois un 200 sur ton bid pour savoir qu'il a été fait dans un temps qui est le bon. Faut que tu réussisses à coordonner, dans le fond, OK, mon HTTP request a été lancé à tel moment, mais à quel moment est-ce que j'ai reçu mon push notification du serveur pour me dire « Ah, t'es rendu le highest bid ». Ça, c'est le vrai temps de ma transaction, en fait. Donc, c'est quand même plus complexe que si on veut juste regarder un site standard avec un serveur puis des requêtes HTTP. D'autres défis, Gab? J'ai-tu nommé ce que tu avais en tête? Oui, j'allais parler des tests de performance. OK. Là, ça fait combien de temps qu'on est là? Ah, ça fait à peu près 50 minutes, mais on est encore bon pour si on a des points. Moi, je suis all-in si on en a d'autres à dire. Ben, OK. Ben, les tests de performance, c'est sûr que notre objectif au début, on était comme en faisant nos règles X, Y, etc., de combien qu'on voulait tester de call. Ben, on voulait dire, OK, ben, testons avec 5000 mises dans une minute, qu'est-ce que ça donne? Puis, tu sais, dans les défis, on est même arrivé comme à la limite de JMeter, de qu'est-ce que ça peut tester, parce que on s'est rendu compte que c'était le GUI de JMeter qui nous ralentissait et non l'infra qu'il y avait derrière. Au début, je pensais avoir entendu une mauvaise nouvelle que ça ne répondait pas aux 5000 mises minutes. Mais finalement, on y est arrivé à cette chose-là. Puis ça a été, comme tu l'as dit tantôt, la réponse 200, c'était aussi de se hooker sur un stream parce que c'est un socket, là, signaler, ces choses-là. Fait que c'était comme de la complexité avec JMeter et tout. Ça, c'est un bon point. Les deux. C'est ça, c'était le temps de corréler, puis c'est ce qu'on avait un peu sous-estimé aussi. C'est ça qui est le fun de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est qu'on est capable de dire où est-ce qu'on s'est cassé la gueule par moment, puis comment on a réussi à passer par-dessus, parce qu'il y a des endroits comme ça où on avait vraiment sous-évalué ces tâches-là. Quand ça rentrait dans le sprint, on se disait OK, ça devrait être assez simple de pouvoir mettre les tests de performance, on a déjà fait, puis on va pouvoir les bencher assez facile. Mais la nature hyper décentralisée, hyper asynchrone de tout ce qui se passe, c'est pas quand tu reçois le 200, comme tu disais, que c'est un OK. Là, après ça, il faut que tu t'assures de l'intégrité. Est-ce qu'il est éventuellement correct pour que j'ai la notification que le SMS a été envoyé, puis que le signal comme quoi que là, je peux faire mon +1 dans mon indicateur de performance sur le signal. Fait que ce genre de choses-là, on avait vraiment sous-estimé c'était quoi. C'est ça qui est le fun de pouvoir faire présentement avec ce webinaire-là. On vous a présenté comment on a guidé nos choix à travers, passer à travers. On aurait pu y aller en Kubernetes. On a une bonne expertise là-dedans chez Nvidia de faire du Kubernetes. À AKS aussi, on a une très bonne expérience là-dedans. On a fait des très bons coups, mais on ne peut pas tout le temps en parler parce que c'est le secret dans la sauce. C'est la propriété intellectuelle. Puis la démarche appartient à nos clients. Fait qu'on est une compagnie de services et de produits. Mais à 75 employés, il y en a là-dedans qui font des choses fantastiques, mais qu'on ne peut pas parler. Mais là, pour une fois que c'est un produit, on peut vous donner bon coup, mauvais coup, qu'est-ce qu'on a appris dessus. Fait que le choix de passer de AKS serverless puis d'aller finalement avec les functions qui ont très bien scalé et qui fonctionnent bien après avoir relevé certains de ces défis-là. Je pense que les gars, ça nous amènerait pas mal à la période de questions si on a des valeureux parmi les auditeurs qui veulent nous poser des questions. On est là. On est là. On est là. Fait que lâchez-vous là, on est là. Puis sinon, avec beaucoup d'humilité, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. C'est très gentil de votre part. Des mots de clôture, les gars? Non, ça va. J'ai juste envie de continuer à jaser comme ça. Fait que, à un moment donné, il faut que ça arrête, là, je pense. Là, fait que... On va aller prendre une bière puis on va continuer. Ouais, c'est ça. Yes, sir. Bon, ben merci beaucoup à tout le monde, puis au plaisir de se recroiser. Ciao. Yes, merci. Bye.